Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Alors pour cette vidéo, nous allons parler de la convention de la droite. Déjà, qu'avez-vous pensé de cette initiative? Alors effectivement, j'ai regardé la totalité des vidéos, des interventions. L'impression générale, c'est que, la manière dont ça a été rendu compte dans la presse française est tout à fait injuste. Parce que tout le monde s'est focalisé sur ce qu'a dit Éric Zemmour, qui en plus, ça casse pas trois pattes à un canard, pour être parfaitement honnête. Mais l'ensemble de la convention n'a pas été abordé, et à l'intérieur de cette convention, il y a des gens qui ont dit le contraire de ce que disait Éric Zemmour. Donc je pense que la manière dont les médias ont rendu compte de cette convention est assez malhonnête. En revanche, il y a quelque chose là qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il y a eu une faute majeure de cette convention, c'est Enthoven. C'est-à-dire que c'est censé définir ce que doit être la droite française, le conservatisme, et on fait une première concession à la gauche qui est de choisir un espèce d'arbitre qui va cracher son venin pendant 20 minutes et après partir. Ah oui, oui. Donc notamment il y a l'intervention d'un historien, Husson, qui répond à Enthoven qui est parti. Et en fait finalement c'est donner de nouveau à la gauche. En fait on a le droit d'organiser une convention de la droite à condition que quelqu'un qu'on entend tous les jours à la radio ou à la télé puisse venir d'abord cracher son venin à des gens qui visiblement n'étaient pas venus pour l'écouter. Donc ça j'ai trouvé une faute de goût absolument étonnante. Pour revenir sur ce que je disais sur Zemmour, donc Zemmour a fait son discours. Moi j'ai pas du tout aimé son discours, déjà parce que bon, c'est un pessimiste, ça me faisait penser au suicide français. Je pense qu'il y a quand même certaines raisons d'être optimiste, et c'est d'ailleurs le sens aussi de la convention de cette convention, puisque le clip d'entrée montrait les gilets jaunes. Et donc Éric Zemmour a fait son numéro de pessimiste pendant 20 minutes. Alors prenant la défense, et je l'en remercie, de l'homme blanc hétérosexuel et catholique, c'est gentil, mais qui était quand même assez sous-représenté parmi les intervenants. Il n'y en a pas beaucoup qui correspondaient à toutes ces catégories, n'est-ce pas? Ça, c'est quand même une chose importante, et c'est aussi quelque chose qui a manqué à la convention de la droite, c'est la définition des termes, la définition, et notamment du conservatisme. Celui qui a défini les termes, un peu les différentes catégories de la droite telles qu'ils estimaient, c'est Alexandre Peset, donc qui est le directeur de l'Institut de formation politique. Donc lui, il a défini quatre groupes. Alors, ceux qui sont contre l'interventionnisme étatique sont les libéraux, ceux qui sont contre le relativisme et pour la vérité sont les conservateurs, ceux qui sont pour le peuple contre le mondialisme sont souverainistes, et ceux qui sont contre le déracinement et contre la politique migratoire sont identitaires. Et le problème de cette définition, c'est que déjà elle est négative. Et il y a suffisamment d'auteurs conservateurs, commencé en France par Chateaubriand, pour pouvoir définir de manière positive le conservatisme. C'est pas systématiquement quelque chose qui s'oppose, puisqu'au contraire, c'est quelque chose qui veut aller chercher dans l'histoire ceux qui méritent d'être célébrés, repris et reproduits ou améliorés, etc. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai reproché. Et finalement, on est resté assez flou. Il y avait des gens de différents milieux, de différentes opinions. Par exemple, vous aviez Laurent Alexandre qui a fait une intervention très intéressante sur le fossé technologique qui est en train de se créer entre notamment la France et l'Asie ou les autres pays industrialisés, parce que on ne peut pas avoir des usines où il y a des robots et des vagues de migrants qui ruinent notre pays, hein, ça c'était évident. Donc c'était intéressant, mais le même Laurent Alexandre expliquait que l'avenir c'est l'utérus artificiel. Donc c'était un peu compliqué de faire la synthèse de ce qui était dit. Même sur l'islam, vous avez dit aussi qu'on a retenu le discours de Zemmour, mais en fait c'était pas aussi tranché que... Non, Elisabeth Lévy par exemple a dit que Zemmour avait tort. D'accord. Donc ça a été Robert Ménard, lorsqu'il intervient, c'est pareil, il dit qu'il est contre la remigration, il dit qu'il y a trop de kebab, mais que finalement il s'entend bien avec les musulmans. Donc c'était pas du tout monolithique. C'est pour ça que je trouvais que
que c'était un peu que la manière dont c'était retransmis par les médias était profondément malhonnête. Mais bon, ça, Mais est-ce que c'était pas un peu le but finalement? C'est-à-dire de rassembler tout le monde autour d'Éric Zemmour et à la fin de le promouvoir comme presque l'homme providentiel de cette droite qui tenterait de s'organiser? Je suis pas sûr que les organisateurs se soient attendus à ça. Les organisateurs peut-être pas, mais est-ce que pas. Zemmour, et lui c'est un homme de médias qui a les relais dans les médias? Il est évident que pour Éric Zemmour, c'est une belle opération de publicité. Il est présenté aujourd'hui comme le dissident officiel, il a son émission de télévision sur CNews. Donc pour lui c'est une belle opération. Pour ceux qui ont organisé la convention, je ne suis pas certain. Normalement, la personnage central, c'était Marion Maréchal Le Pen, qui a fait un discours, qui se tenait d'ailleurs, mais pour le reste, en fait, ce qu'on retiendra de la convention de la droite, c'est clair, c'est le discours d'Éric Zemmour. Oui, parce qu'on a l'impression que pour les organisateurs, c'était l'occasion de polariser toute cette nébuleuse autour de Marion Maréchal, et au final, c'est la polarisation autour d'Éric Zemmour et de son discours, et même d'une partie de son discours. D'une partie de son discours. Son discours, c'est du Zemmour. Bon, moi, je suis pas un grand fan d'Éric Zemmour, notamment pour son côté pessimiste, qui est assez pénible. Mais c'est vrai que lui a eu un temps de parole plus long que les autres. Les autres, c'était du 7 minutes, 10 minutes à tout casser. Voilà. Et après, les autres interventions, et encore une fois, n'étaient pas centrées toujours sur le même thème. Il y a Paul-Marie Couteau qui est intervenu sur la modernité. Qui a été mal compris. Qui a été mal compris, parce que la modernité pour la gauche, c'est un smartphone en fait. Voilà. Et la modernité philosophique, c'est un sujet que nous avons abordé avec Yannick Jaffray, c'est-à-dire en fait, ils sont complètement incultes, complètement analphabètes, mais c'était assez drôle. Son discours n'était pas inintéressant, un peu toujours caricatural vis-à-vis de la modernité, ça, on peut en reparler. Parce que en fait, ce qu'il a dit, c'est le nazisme, c'est la modernité totale. Voilà. Mais il parlait de modernité philosophique, c'est-à-dire que... Et comme la modernité, c'est forcément génial, ça a été perçu comme une apologie du nazisme. Voilà. Ce qui est complètement délirant, parce que comment quelqu'un pourrait publiquement faire une apologie du nazisme? Mais c'est absurde. Je pense qu'honnêtement, pour la gauche aujourd'hui, la modernité, quand on parle de modernité, c'est un téléphone portable, c'est un smartphone. C'est même pas qu'ils se sont dit... je pense même pas qu'ils se disaient que Paul-Marie Couteau avait insulté la modernité philosophique. Non, je pense qu'il simplement... non, c'est pas moderne, le nazi c'est mal, le nazisme c'est mal, c'est ça. Donc ça c'est assez révélateur de ce côté-là, c'est un des effets positifs, c'est que ça a montré une fois de plus l'effondrement intellectuel des élites gauchistes, et c'était toujours ça de prix. Donc oui, vous avez défini sur les critères, sur l'économie, l'intérieur, les relations internationales et le sociétal. Alors sur l'économie, la convention de droite est-elle de droite? Du point de vue économique, incontestablement, la convention était de droite. Déjà la référence aux Gilets jaunes, mouvement de producteurs contre le mouvement de parasites. Ensuite, il y a eu un intervenant qui était un homme d'affaires dont j'ai oublié le nom, mais qui a dénoncé le système fiscal français tel qu'il fonctionne, qui tue l'entrepreneuriat, qui tue les entreprises. Encore une fois, il y avait Laurent Alexandre, qui lui aussi est pour le développement des technologies. Donc on avait de ce côté-là, du point de vue économique, je dirais, on avait en gros, ça cochait toutes les cases de la droite. Sachant qu'après, il y a toujours, parmi tous les intervenants, et puis il y a eu deux ou trois tables rondes, il y a toujours quelqu'un qui va être plus dans le social, plus dans le... Voilà. Mais du point de vue économique, c'était de droite, incontestablement. D'accord. Du point de vue de la politique intérieure. Donc du point de vue de la politique intérieure, de la politique migratoire, je pense qu'on peut dire aussi que c'était tout à fait à droite. Après, il y a des nuances de droite. Par exemple, moi ce que j'ai bien aimé, c'est l'intervention de Vijay Monani, j'espère que je prononce bien, donc qui est un élu du 93, qui a dit clairement ça ne peut plus marcher parce qu'il y en a trop. Donc pour ça, Hortefeux s'était fait assassiner politiquement il y a quelques années. Donc une chose tout à fait lucide. J'ai bien aimé Overton, qui en fait finalement simplement décrit la situation catastrophique en matière d'insécurité pour les Français. Et je renvoie également à l'excellente interview qu'il a donnée sur Spoutnik à Édouard Chano, justement où il décrit la manière dont lui il envisage le basculement dans la violence. La rupture, et justement qu'il ne serait pas un affrontement entre deux camps bien délimités, les musulmans d'un côté et les
Oui. mais plutôt comme une explosion d'insécurité, de gangs mafieux Oui. qui tiennent avec des zones de non-droit, etc., etc. Donc moi, j'ai trouvé qu'il était assez, il est lucide, il décrit une situation quasiment apocalyptique, mais qui à mon avis est vraie. Robert Ménard, lui, était, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que lui, bon, il y a trop de kebabs, mais il pense qu'on peut bien s'entendre avec les populations d'origine étrangère. Donc, mais de ce côté-là, il était clair que le droit du sol et mettre fin à l'immigration était un consensus général. Donc oui, je dirais sur les questions de politique intérieure, la Convention était de droite. Sur les relations internationales, sur la politique alors là, étrangère. c'est un des grands absents. C'est un peu comme l'homme blanc patriarque de 40 ans catholique qui est hétérosexuel. Il était très peu représenté. Et c'était un peu la même chose sur les questions internationales. Il est clair que la présence de William Goldnadel n'était pas anecdotique, puisqu'il est président de l'association France-Israël. Oui. Donc, et ça, je pense qu'il est évident que la plupart des gens qui étaient là ne voyaient pas la France indépendante de l'OTAN, ne voyaient pas la France dans une vision gaulliste, je dirais. Voilà, la politique étrangère de droite, elle est claire, c'est celle du général de Gaulle. Oui. C'est la sortie de l'OTAN, c'est une image de la France très forte, prestigieuse, une distance vis-à-vis de l'interventionnisme et du néo-impérialisme idéologique, qui est la politique qu'on suit depuis quasiment ces 45 dernières années. Donc là-dessus, on n'y a pas eu droit. Donc là, je suis resté sur ma faim. Voilà, j'aurais aimé une condamnation plus radicale des interventions en Syrie, en Libye. Et ça, on n'y a pas eu droit. Donc oui, grand absence. Et là, je dirais que pour moi, ça traduit le fait que sur ces questions internationales, la Convention était de gauche. Voilà, c'est là-dessus, la concession a été faite. En tout cas, à cette convention-là, je n'ai pas senti une volonté de retour à la grandeur de la France en tant que France. Voilà. Mais plutôt, il y a même eu un des intervenants qui était donc sur les questions de technologie, voilà, en disant que les nations s'étaient terminées, qu'il fallait créer un espace plus grand, toujours big is beautiful. Alors, il y en a qui ont dit le contraire. Husson, par exemple, a dit que la nation était la garante de la liberté. Voilà. Donc, justement, il venait à l'encontre d'Enthoven. En tout cas, il n'y a pas de consensus sur cette question, et surtout sur la question, à mon avis, qui est fondamentale de la sortie de l'OTAN. À mon avis, c'est même plus fondamental que l'Union européenne, mais la sortie de l'OTAN, surtout les circonstances actuelles, là-dessus, eh bien, je suis resté sur ma faim. Donc pour ça, je dirais la Convention est de gauche. D'accord. Et sur les questions sociétales, là aussi... Alors là, c'est pareil, c'est que là, disons qu'il y a une dénonciation par certains du mariage homosexuel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais pareil, c'est pas une question qui faisait consensus. Et puis vous aviez Laurent Alexandre qui vous parlait de l'utérus artificiel, et surtout sur une question qui, à mon avis, est fondamentale, qui est l'avortement. Là-dessus, c'est enregistré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en cause de l'avortement par aucun des intervenants, même le plus conservateur. C'est pas du tout, c'est pas un sujet qui a été abordé. Est-ce que c'est pas un peu le problème éternel de la droite, c'est-à-dire de ne jamais vouloir déconstruire ce qui a été fait par les autres? Voilà, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que sur les questions vraiment fondamentales, et là on en revient à la remarque que j'ai faite au début sur le conservatisme, comment on peut se prétendre conservateur sans être chrétien? Le conservatisme, c'est pas à la carte. Tous les grands auteurs conservateurs, donc ils sont d'abord Burke le premier, un Anglais, Chesterton, également un Anglais, mais il y a Chateaubriand, il y a du côté russe, on a Ilyin, Berdiaïev, etc. C'est un retour au christianisme, et comme élément fondamental. Alors ça veut pas dire qu'on va forcer les gens à avoir la foi, mais en tout cas, le fait est qu'on se reconnaisse, comme disait le général de Gaulle, comme une nation de religion chrétienne, c'est fondamental dans le conservatisme. Et ça, ça aurait dû faire au moins l'objet d'une intervention. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et il en découle naturellement que finalement tout ce qui est lié au christianisme, c'est-à-dire la protection de la vie, n'était pas abordé. Et sur les questions sociétales, l'avortement n'est même pas un sujet. Il a contourné Enthoven, hein.
il n'a pas parlé une seule fois d'immigration, ni d'islam. Et j'avais l'impression qu'il s'adressait ici à des opposants farouches à l'avortement, à la pollution de la peine de mort et au couscous. C'est quand même un peu réducteur de ce que nous sommes. Et je pense que le mariage homosexuel est déjà validé par, on va dire, les 90% des intervenants qui étaient là. On ne remettra pas ça en cause. Et donc ce que vous dites est vrai, c'est que je ne vois pas dans ce qui s'est passé là une volonté de déconstruire ce qui a été construit par la gauche depuis les années 60 en fait. Donc c'est un peu, ça reste incantatoire finalement. Parce que comment est-ce qu'on peut vouloir juguler l'immigration ou même contrecarrer le déficit démographique si on ne revient pas sur ces politiques-là, sur l'avortement, sur... comment est-ce que... Je dirais même que pour moi l'avortement, ça va au-delà de la simple raison démographique, qui est une raison, finalement c'est une matérielle. Le problème c'est un problème moral. Qu'est-ce que c'est qu'une société où il y a 200 000 avortements par an, en admettant que les femmes, on va dire 200 000 femmes qui avortent par an. C'est-à-dire que 200 000 femmes dont on sait l'avortement, ça touche la femme 2 fois dans l'année ensuite, l'anniversaire de l'avortement, l'anniversaire présumé de l'enfant. Donc ça fait des sociétés ultra-violentes, ça détruit la famille. Enfin, c'est une question fondamentale. Et l'avortement n'était finalement que la première pierre dans la déconstruction totale de la famille. Voilà. C'est toujours ce rêve prométhéen révolutionnaire. On va d'abord vous libérer de Dieu, ensuite on vous libère de la patrie, ensuite on vous libère de la famille, et ensuite de votre détermination. À la fin, on vous euthanasie, on vous libère de voilà, c'est ça. Donc ne pas parler de l'avortement, c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui fait que de ce côté-là, en tout cas sur les questions sociétales, qui à mon avis sont fondamentales, des questions anthropologiques sont fondamentales. Il n'y a pas de mariage homosexuel s'il n'y a pas d'avortement. Voilà. Il n'y a pas de PMA s'il n'y a pas d'avortement. Il n'y a pas de GPA s'il n'y a pas d'avortement. On est comme ça. Et là-dessus, c'est le grand absent. Et dans ce sens-là, j'étais déçu. Maintenant, s'il faut faire une conclusion générale, je dirais, dans l'ensemble, j'ai entendu beaucoup d'interventions intéressantes, plutôt de gens, je pense, honnêtes intellectuellement. Je ne pense pas qu'ils ressortent de cette convention, mais est-ce que c'était le but, un corpus doctrinal ? Si le but c'était de mettre en avant Marion Maréchal, je pense que Éric Zemmour a fait échouer cette convention. Et je pense que c'est quand même du gâchis parce que, encore une fois, au début je me suis forcé à me regarder toutes les interventions, et il y en a qui m'ont vraiment plu. Sur la fiscalité, c'était très intéressant. Encore une fois, Laurent Alexandre, à côté de son utérus artificiel, ce qu'il a dit sur le fossé technologique était intéressant. Voilà, j'ai trouvé... alors, le prix de la personne sans intérêt, Gilbert Collard, aucun intérêt. Mais vraiment, c'est pas ce qu'il faisait là. Voilà, le discours de Marion Maréchal était très bien, ça m'a plu. Bon, encore une fois, avec les manquements, que j'ai soulignés. Voilà. Mais au niveau vraiment purement politique, finalement, quel était le but ? D'essayer d'agglomérer la droite qui est un petit peu déboussolée, qui est par rapport à créer une ère intermédiaire entre les Républicains et le RN. Le problème, c'est que finalement, cette convention, c'était la convention des Républicains de droite. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait la campagne pour François Fillon. C'était un peu le programme de François Fillon, en fait. Voilà. Donc c'était pas non plus, encore une fois, très innovant de ce côté-là. Et puis comment ça peut s'incarner politiquement ? Ça s'incarnera pas dans le Front National, ça c'est clair. D'ailleurs, ça c'était... Enthoven a commencé par ça, en balançant une attaque contre Marine Le Pen, en disant qu'elle était idiote. Et ensuite, ça a été repris par différents intervenants qui ont dit, voilà, si on fait rien, dans 2 ans et demi, on aura un deuxième tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et voilà. Est-ce que ça va faire avancer la question, dans la mesure où il n'y a pas de parti qui est créé derrière ça, ça me paraît... Alors c'est peut-être pour ça que Enthoven a été invité, parce qu'il savait qu'il allait taper sur le RN en fait. C'était peut-être ça. J'ai pas pensé quand j'ai préparé ça, mais j'ai été frappé parce qu'en fait il a attaqué le Rassemblement National qui n'était pas présent. Sauf Gilbert Collard, mais bon,
ce qu'il veut, et je pense pas qu'il représente le RN, et finalement c'est ça, ce qui ressort, oui c'est ça, c'est effectivement, et de manière, l'idée c'était ça, c'était si jamais on n'a pas un candidat à partir de ça, ça a été dit par Jean-Frédéric Poisson notamment, en fait en 2022 on aura 5 ans de Macron de plus, ce qui à mon avis est vrai. Oui, mais en même temps si on a une droite qui n'est pas une vraie droite, à quoi ça sert? Mais voilà, c'est ça. Vous parliez de Fillon. C'est ça, ouais. Bon, Fillon, ce que j'ai entendu, en fait, j'ai été militant républicain en 2017, ce que j'ai entendu, c'était le discours de droite à l'intérieur des Républicains. En plus, après la déculottée des européennes, dont on a mis à tort la responsabilité à Bellamy, je pense qu'en plus cette droite à l'intérieur des Républicains va être complètement mais en fait, annihilée. Mais est-ce qu'ils sont pas face... Là, c'est une impossibilité presque, je sais pas, je dirais, anthropologique, je sais pas. Tant qu'ils resteront dans un discours qui sera pas un discours de rupture, tant qu'il n'y aura pas une forme de trumpisme français, d'une certaine manière, les gens se désintéresseront de cette espèce de centre-droit, même si là ça se veut plus conservateur, ou je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut percer dans l'opinion, et qui correspond c'est le ras-le-bol de l'immigration, ça c'est clair. Là-dessus, on peut surfer là-dessus, mais le problème c'est que c'est pas non plus... Aujourd'hui, vous écoutez Emmanuel Macron, sur l'immigration, il est présent. Bien sûr, tout ça c'est déclaratoire, mais ça suffira peut-être pour l'opinion publique. Oui. Donc, alors que si vous revenez sur les questions anthropologiques, là vous allez vous démarquer. Là, il est évident que, et en plus vous l'attaquez à un problème fondamental de la France. Et aussi, juste, c'est ce que vous avez évoqué avec la présence d'Enthoven, ça, si on arrête de tout le temps considérer que c'est le camp adverse qui pose les limites du débat, et si on fait comme ce que fait Trump, dire non, vous êtes les fake news, vous êtes de contre-attaquer, de pas avoir toujours peur de gens qui ça m'a qui fait ne sont pas penser, légitimes, quoi. Ça m'a fait penser à la charte de la manif pour tous. Ah, voilà. On doit lutter contre l'homophobie. C'est ça. Pourquoi? Donc on apprend un terme dont on le sait maintenant, on pourra peut-être en parler dans d'autres vidéos, mais qui a été créé délibérément pour psychiatriser la critique de l'homosexualisme et qui est un terme de terrorisme intellectuel typique. Donc, et là c'est pareil en fait, il y a des tas de domaines dans lesquels on n'osera pas aller. Voilà. Et le principal domaine étant l'anthropologie et également les relations internationales qui sont effectivement là, c'est des gros morceaux auxquels, visiblement, les gens qui étaient là n'avaient pas envie de s'attaquer. Voilà, donc en fait, est-ce que nous ne devrions pas, finalement, les gens conservateurs, dessiner dès maintenant un projet de ce que serait réellement une droite contemporaine? Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il faut, c'est un peu ce qu'on essaie de faire par nos différentes vidéos, articles, conférences. C'est déjà, il faut donner un corpus. Et le problème, encore une fois, c'est que la droite n'a pas été définie. La seule définition qui a été donnée, c'était encore une fois par Alexandre Peuzet. Mais lui, il a donné en fait des catégories, c'est-à-dire vous êtes contre ça, vous êtes identitaire, vous êtes contre ça, vous êtes conservateur. D'accord, mais donc c'est quoi le consensus? On est et puis encore une fois, dans cette le problème, c'est que des différentes interventions, il ne pouvait pas y avoir un consensus. Parce que, par exemple, Laurent Alexandre, sur les questions anthropologiques, il est de gauche radicale. Il est presque fou, en fait, même s'il est très intéressant. Et c'est pas parce qu'il est pour les hautes technologies que ça fait de lui un homme de droite. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le discours antinucléaire, décroissance, etc., qui est un discours de gauche, aujourd'hui... il y a un discours de gauche, il y a des conservateurs qui peuvent avoir ce discours aussi anti-technologie, anti-productivisme, anti-consumérisme, enfin c'est quelque chose de conservateur. Il y a une écologie de droite, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment, enfin ceux qui font fermer les centrales nucléaires, c'est la gauche. Il n'y a pas un homme politique de droite, à ma connaissance, qui le veuille, dans ce sens-là. Et le fait qu'on fasse une espèce de terrorisme contre l'innovation technologique, contre l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait que la France, chaque année, se désindustrialise, alors qu'elle est un pôle de haute technologie, prend un retard de plus en plus dramatique vis-à-vis de pays comme la Chine, comme la Corée du Sud, qui eux nous attendent pas et se posent moins de questions que nous sur ces questions-là. Donc, très bien. Merci Monsieur Moreau et à bientôt. À bientôt.